Bonjour à tous et bienvenue pour cette conférence Initiation à Documation. L'objet de cette conférence est de définir les grands domaines qui sont couverts dans ce salon et de démystifier un petit peu les concepts et les comprendre de façon relativement globale et vous diriger après vers les interlocuteurs qui vous conviendront le mieux. Donc, nous sommes deux structures. Je suis Marjorie Segui, consultante. Donc voilà, Philippe Martin, associé au bureau Vendic Ingénieur Conseil. Donc Marjorie Segui, également donc, du bureau Vendic Ingénieur Conseil. Bonjour, je suis Dominique L'Hôpital de la société Arxis Software. Voilà, alors, donc on va tout de suite commencer par présenter brièvement les deux structures, les deux sociétés qui sont présentes autour de cette table. Donc, le bureau Vendic Ingénieur Conseil est une société de conseil, comme son nom l'indique, spécialisée dans le documentaire. La société existe depuis 1972 à Paris. Et donc, nous sommes des consultants pour faire tout ce qui est les études amont, les études d'organisation, les audits, l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc notre intervention la plus fréquente, c'est d'analyser le besoin, de faire des scénarios, de faire des cahiers des charges, et puis ensuite d'aider à choisir une solution, aussi bien dans le domaine du privé que dans le domaine du public. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long sur cette présentation. Le point qui est important, si vous voulez, c'est qu'en tant que consultant, on ne représente aucune solution en particulier. Donc on fait toutes les études amont, mais on n'est pas vendeur d'une solution ou d'une autre, on vend du conseil. Moi, donc, je représente un éditeur de logiciels. Donc, moi, c'est précisément l'inverse, c'est-à-dire je vends ma solution logicielle et je n'ai pas pour vocation à faire du conseil en amont. Il arrive que nous fassions de l'assistance, mais c'est plutôt à maîtrise d'œuvre. Nos domaines de compétences, les domaines de compétences d'Arxis Software, l'archivage à valeur probante. De plus en plus de clients nous demandent de l'archivage à valeur probante. Aujourd'hui, on va considérer que dans approximativement 9 dossiers sur 10, c'est une demande. Donc c'est quelque chose que l'on essaye de prendre en compte au mieux. L'archivage à très long terme qui est peut-être un peu moins demandé, malheureusement. C'est-à-dire que même si des clients archivent pour de très très longues périodes, ils ont un peu de mal à l'exprimer en général dès le début et de prendre les bonnes précautions qui s'imposent. Nos références, aujourd'hui nous avons pas mal de clients en France. Nos clients archivent au total quasiment 1 milliard de documents par an, approximativement, un tout petit peu moins. On a des clients qui archivent quelques millions de documents, on en a d'autres qui sont beaucoup plus gros, 100 fois plus gros. Donc on va des petits clients à des clients très gros, on touche tous les secteurs d'activité, que ce soit la banque assurance, l'énergie, enfin l'aéronautique, des tiers-archiveurs. De plus en plus de tiers-archiveurs s'équipent avec notre solution. Nous touchons quand même plus le secteur privé que le secteur public. Alors, pour bien comprendre les différents concepts en fait, qui sont soulevés par ce salon, il nous a semblé important de repartir du document en tant que tel et de repositionner en fait le concept de cycle de vie du document. Alors, le document, il va être créé à un moment donné et puis il va vivre sa vie de document à travers tous les dossiers de travail en fait, des utilisateurs. Tout ce domaine de création, d'enrichissement et de vie du dossier est couvert par l'AGED. Donc, à travers un workflow, à travers un petit outil, on va pouvoir passer d'une tâche à une autre et enrichir au fur et à mesure ce document. On est vraiment dans le cœur de métier de la gestion documentaire. Puis, à un moment donné, le dossier va avoir une fin d'usage courant, il a rempli sa fonction et il va être versé dans un système d'archives intermédiaires. Donc, c'est-à-dire qu'il va peut-être avoir une valeur légale et réglementaire.
il ne pourra pas être détruit. En revanche, on va devoir garder toutes les preuves qu'on ne retouche pas à ce document et qui se termine, qui les garantit intègres et complet. Ensuite, on retrouve à la fin du délai légal de conservation de ce document, on pourra le reverser aux archives historiques ou patrimoniales. Et ce type de troisième âge du document, on le rencontre davantage dans le secteur public que dans le secteur privé qui, pour le moment, se soucie guère ou peu en fait de ces archives patrimoniales. Oui, effectivement, quelques différences entre le public et le privé que vient de souligner Marjorie. Ce que l'on trouve aussi, c'est des clients qui essayent en fait d'avoir un système plus ou moins commun entre l'AGED et le SAE et se demandent si l'AGED ne pourrait pas servir de SAE. C'est une dérive que l'on constate au quotidien, on verra un peu plus tard, cependant que les objectifs entre les deux systèmes sont très différenciés. Et il faut bien l'avoir à l'esprit, c'est qu'en général, il peut y avoir quelques exceptions, mais les produits qui font bien l'un ne font pas bien l'autre, en général. Donc une fois qu'on a identifié à peu près les différentes phases du cycle de vie du document, on va penser à construire sa gestion documentaire dans son entreprise. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait ? Il y a plusieurs éléments clés qui peuvent déclencher une réflexion autour de la gestion documentaire. C'est qu'on se retrouve croulé sous le volume de documents. Donc il va falloir anticiper et garantir la maîtrise de son archivage, aussi bien papier qu'électronique. Ensuite, il y a des contraintes réglementaires. Il faut qu'on garantisse l'intégrité, la traçabilité, la sécurité, la confidentialité de nos documents, de nos archives. On va vouloir aussi pouvoir les retrouver de manière plus efficace. Et tout ça, ça va permettre de restructurer une organisation pérenne, globale, en fait, de redéfinir tous les processus en fait de l'entreprise de manière à avoir une vraie gouvernance documentaire au sein de sa propre structure. Donc en parallèle à ça, il va falloir bien accompagner le changement et bien apprendre aux utilisateurs comment en fait ils vont devoir s'approprier de nouvelles méthodologies de travail. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Il faut commencer par définir le périmètre documentaire, à savoir qu'est-ce qui va rentrer en fait dans la gestion documentaire. Est-ce que je fais rentrer tous les types de documents ? Quel type de documents ? Ou est-ce que je me périmètre à une seule famille dans un premier temps et que j'étends ensuite ? Car on retrouve aussi bien des documents papier qu'il va falloir ou non dématérialiser. On retrouve de plus en plus de documents nativement électroniques. Donc ce sont tous les documents bureautiques ou gérés par les applications métiers. Des documents audiovisuels, de plus en plus dans le secteur des assurances notamment, vous pouvez déposer des messages en fait sur des boîtes vocales, donc il va falloir gérer ces flux en fait dans les systèmes d'information métier. Et puis enfin des flux d'informations brutes ou directement des applications. Ensuite, on va définir le périmètre fonctionnel. Où est-ce que je m'arrête en fait dans ma gestion documentaire ? Est-ce que ça me sert simplement à gérer mes flux d'activité ? Est-ce que je vais jusqu'à l'archivage et comment je mets en place mon système d'archivage électronique ? Ce que l'on peut dire peut-être, c'est le mot document est beaucoup employé, mais pas seulement. Il y a une étude l'année dernière, vous l'avez sans doute vue, qui disait que 3 documents sur 4 qui se déversaient dans les systèmes d'archivage électronique provenaient des systèmes de GED. Ça laisse quand même 25% qui n'en proviennent pas. D'où l'idée effectivement de pouvoir prendre en compte tout type de données, documents ou pas documents. Je sais que dans le privé, on a souvent affaire à de l'archivage de données très très diverses, messagerie, ERP, que sais-je encore, des données techniques, des données de conception. Donc il y a dans l'entreprise souvent du documentaire et à côté de ça, des choses qui peuvent se positionner à la limite du documentaire, voire n'est pas du document. Je pense qu'il est important d'avoir une vision globale sur le système au-delà du documentaire. Ça évite de devoir mener un projet quelques 6 mois ou 1 an plus tard sur la partie non documentaire.
Donc, une fois qu'on a commencé à construire le périmètre du projet, il va falloir construire le projet en tant que tel. Donc, ça doit partir d'une stratégie globale, en fait, de l'organisation. Il va falloir, d'un côté, que les utilisateurs expliquent, en fait, leur méthode de travail actuelle, ce qu'ils font dans la chaîne des processus de l'entreprise et comment ils le font. Tout ça va permettre en fait de mettre en place des modes d'organisation et de pilotage communs. Donc on commence à modéliser l'ensemble des processus en fait pour comprendre comment s'articule le passage d'une tâche à l'autre. Et tout ça va permettre de développer une qualité de plus en plus optimale pour répondre aux enjeux et objectifs qu'on aura donnés au projet. Donc d'un point de vue opérationnel, en fait, il y a 10 phases clés. On définit l'organisation attendue, on définit les procédures de travail avec les utilisateurs pour qu'ils adhèrent vraiment à ces nouvelles méthodologies. On va construire les outils qui vont nous permettre en fait de gérer tous ces documents. Donc ce sont des référentiels d'archivage, des plans de classement, des listes de mots-clés définis, ce genre de choses. Après, on va pouvoir rédiger le cahier des charges, c'est-à-dire spécifier en fait l'application, le support technique qui va pouvoir porter l'ensemble des procédures qu'on aura définies et qui va pouvoir intégrer en fait la pertinence des outils qu'on aura définis. À titre d'exemple, on ne va pas utiliser la même chose, le même outil si on a besoin d'un thésaurus très très pointu parce qu'on gère des brevets que si on est une administration ou un plan de classement très basique entre guillemets peut suffire. Donc tous ces éléments-là vont nous permettre de choisir une solution technique et puis de la mettre en œuvre. Et après, il faudra former les utilisateurs, communiquer, animer le réseau de référents, les impliquer dans leur nouvelle méthodologie de travail, éventuellement reprendre les arriérés d'archives ou de documents. Donc on peut choisir de faire sous-traiter les arriérés ou de les reprendre au fil de l'eau pour les intégrer dans le nouveau système d'information. Mettre à niveau les moyens logistiques et mesurer et améliorer la performance de manière à augmenter au fur et à mesure l'efficience du projet. Donc on va aller un peu plus dans le détail de ce qu'est la GED en fait, dématérialisation. Donc auparavant, on avait un document qui passait de service en service pour permettre à une entreprise de réaliser son travail. Aujourd'hui, tous ces types de documents, ils rentrent dans l'entreprise. Alors, ils sont au format très, très divers. Ce sont les flux entrants. Donc, ce sont des mails, les documents audiovisuels, des factures, des courriers, enfin, une hétérogénéité de choses qui rentrent dans l'entreprise. On va essayer de mettre un petit peu de cohérence dans tout ça par une phase de numérisation. Donc déjà, aussi bien les dossiers qu'on produit en bureautique, qui sont produits par les applications, que les documents rentrants, en fait, vont avoir la même nature, une nature numérique. Et ensuite, on va pouvoir leur remettre finalement une fiche descriptive qui va permettre de les qualifier et de remettre de l'homogénéisation dans tout ça. C'est la phase d'indexation. Donc comment on fait? Où on a un matériel, un scanner assez performant qui va reconnaître certaines zones en fait de certains types de documents et qui va réinjecter ces métadonnées de façon automatique. Où on va utiliser des systèmes de vidéocodage avec des opérateurs de saisie qui vont ressaisir en fait les informations qui sont portées par ces documents. Le workflow en fait qui distribue les tâches va les réinjecter dans la GED. Et la GED est en fait une couche transverse à toutes les applications métiers qui va intervenir à telle ou telle étape dans telle ou telle application et qui va rendre disponible l'ensemble du référentiel documentaire de l'entreprise à toutes les applications métiers dans un système d'information urbanisé. Donc on met un petit moteur de recherche pour retrouver un peu tout ça. Et puis, ça va permettre aussi d'éditer tous les documents que vont produire les applications métiers. Et on est bien dans un flux de dématérialisation complet, puisque même si on a des choses hétérogènes qui rentrent, on a systématiquement une gestion numérique en fait du document jusqu'à une édition au format papier ou numérique.
Je reviens juste sur le point numérisé, peut-être au centre du schéma, pour vous attirer votre attention sur le fait qu'une numérisation est susceptible de faire perdre une valeur probante, quand même, puisqu'effectivement, on n'a aucune certitude qu'une mention sur un papier, par exemple, est bien passée au scanner. Donc, attention en général de décorréler l'usage du scanner dans le cas de valeur probante. Alors, un point de précision là-dessus, peut-être vous posez la question. Si je scanne un document original, qu'est-ce que j'obtiens? Une image, une copie. C'est une copie numérique. Ça peut pas, dans plein de situations, ça ne remplace pas l'original juridiquement. Vous scannez une facture d'un fournisseur, vous utilisez cette facture pour déduire la TVA. Quand vous avez un contrôle fiscal, il faut produire la facture originale. Si elle est papier, c'est ça l'original. Si elle est numérique, alors c'est la facture numérique qui est l'original, c'est pas l'imprimé. Ça, c'est très important. Alors, c'est juste un point de repère. Il y a plein de situations différentes qu'il faut examiner quand on réfléchit à la fameuse question de la valeur probante des archives. Alors rapidement, j'aide dématérialisation. Quels sont les enjeux? Donc on l'a vu, c'est l'optimisation des processus métiers. Ça permet une organisation, un pilotage documentaire transverse et une structuration de données hétérogènes. Ça, c'est un point qui est relativement important. La couverture fonctionnelle, c'est la numérisation des documents, l'indexation, la distribution des tâches dans les processus métiers à travers le workflow et l'organisation des documents attachés au métier. Périmètre documentaire, documents papier, électronique, tout type de support, tout type de format. Généralement, les bénéfices qu'on trouve à la mise en place d'une GED bien construite, c'est la modernisation des procédures de travail, optimisation de la démarche qualité, traçabilité du document, fiabilisation de l'information, et puis on a des facilités de recherche aussi. Et facteurs de risque. Donc il faut bien que ce soit une démarche globale. On ne va pas avoir 50 GED spécifiques à chacun des services de l'entreprise. C'est vraiment une couche transverse qui va répondre et qui va supporter l'ensemble des 6 métiers de l'entreprise. Un accompagnement des utilisateurs, ça aussi c'est un point essentiel parce que ce sont une nouvelle organisation, une nouvelle définition des tâches, un nouveau mode de travail et il faut vraiment accompagner les utilisateurs, une transformation des métiers derrière. Et puis ça repose sur une très bonne structuration de l'information. Donc c'est définir ensemble un plan de classement qui va reprendre toutes les activités de l'entreprise, qui va utiliser un vocabulaire commun à tous les acteurs. Il ne suffit pas de choisir un mot-clé spécifique au marketing, mais quelque chose qui parle à tous. Donc, si on a besoin, en fait, de continuer la chaîne et de terminer le cycle de vie des documents pour arriver à l'archivage, on va parler de Records Management. Depuis 2010, en fait, l'AFNOR et 2 normes ISO ne disent plus Records Management, mais gestion des informations et des documents d'activité. Donc, on va gérer en plus dans la GED le cycle de vie du document, à savoir que dès qu'un document est clos, on va pouvoir le verser en fait après de l'eurodatage, du scellement numérique dans un système d'archivage électronique. Donc les enjeux, c'est la mise en œuvre d'une politique RM et un scénario d'optimisation de la gestion documentaire. Donc on va jusqu'au bout du cycle de vie de notre document et ça permet de conserver des preuves dès l'activité de l'entreprise. Donc périmètre fonctionnel, gestion documentaire plus l'archivage intermédiaire. Donc on se retrouve avec le même type de document que dans la GED, papier ou électronique, puisqu'on continue la chaîne. Et les gains attendus, c'est modernisation des procédures de travail, optimisation de la démarche qualité encore, mais c'est surtout la sécurisation des documents à valeur probante. Donc ça, c'est une information importante. Tous les documents nativement numériques vont pouvoir porter en fait la valeur probante de leur entité. Donc, facteur de risque, gestion des règles afférentes à chaque typologie documentaire, c'est bien mettre en place en fait le référentiel de gestion de cycle de vie du document. Quel document je dois conserver pendant combien de temps en fait, donc les tableaux de gestion.
Donc, ça permet de gérer le cycle de vie du document. Et puis, ce sont la gestion des droits d'accès, un élément important. Qui est-ce qui va avoir le droit d'aller consulter mes archives? Dans quel contexte? Pourquoi? Depuis quelle application je vais pouvoir interroger ce système? Juste là pour compléter, donc le records management, c'est un concept anglo-saxon qu'on a eu beaucoup de mal à traduire. Il y a maintenant un livre blanc qui a été publié sur la question par l'AFNOR, l'association des archivistes français, l'ADBS. Ce livre blanc, il est accessible sur le site de l'AFNOR et il présente des nouvelles normes ISO qui vont servir de cadre stratégique à la politique de gestion documentaire. C'est très très intéressant. Je vous incite à récupérer ce livre blanc qui est en libre accès sur le site de l'AFNOR et de l'association des archivistes français également. Le système d'archivage électronique, donc on est reparti ici d'un schéma que l'on trouve dans le modèle OIS. Je ne sais pas si vous connaissez le modèle OIS, c'est devenu une norme ISO un peu plus tard, la norme ISO 14721. Donc OIS est un modèle qui découpe un petit peu toutes les fonctions en 6 blocs fonctionnels. Je ne vais pas forcément détailler ici tous les blocs fonctionnels, mais ça me semble intéressant d'utiliser cette norme malgré tout au niveau de la conception du système d'archivage électronique. Alors, je voudrais juste, j'en profite pour souligner un point qui est important. L'archivage électronique, dans beaucoup de cas, c'est une opération de transfert entre des systèmes d'information, GED ou des systèmes d'information de gestion, automatiquement vers l'environnement de conservation. Et l'OIS définit un modèle conceptuel pour ces opérations. Et ce modèle conceptuel est très très utilisé. Il fait partie du référentiel, par exemple, de tous les appels d'offres archivage électronique dans le secteur public. D'accord, c'est assez facile à analyser et c'est vraiment un modèle conceptuel très très intéressant et performant. Donc les enjeux dans les systèmes d'archivage électronique, conserver, c'est le mot important, conserver des informations sensibles sur de longues périodes, en principe. Donc en fonction de vos métiers, ça peut être 10 ans, 30 ans, 100 ans, c'est très 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 variable. Le facteur temps est ici absolument fondamental puisque au plus cette période de conservation va être longue, au plus il faudra prendre de précautions, j'y reviendrai un peu plus tard. Offrir des capacités de flexibilité et d'interopérabilité avec les applications connexes, on a effectivement dit que ces informations provenaient d'autres applications. Applications de GED, applications de RM, voire d'autres applications. Ce qui veut dire qu'il va falloir trouver un système suffisamment flexible pour que l'industrialisation de l'interopérabilité avec une ou l'autre des applications ne soit pas une usine à gaz et que l'on puisse le faire pour 200 applications sans que ce soit un cauchemar. Archiver n'est pas une fin, bien entendu. Il faut disposer de moyens de recherche, puisqu'on va nous demander dans 10 ans ou dans 20 ans de pouvoir remonter des montagnes d'informations, peut-être, dans un temps extrêmement court. Donc il va falloir se doter d'outils pertinents. Pouvoir faire l'objet d'audit et savoir démontrer sans faille que les objectifs ont été respectés. Ça, c'est très important, effectivement, parce qu'en cas d'audit, effectivement, c'est sur les SAE que risque de porter l'audit. Et il va falloir respecter tout l'objet du SAE en différentes matières, sécurité, confidentialité, mais aussi intégrité. On retrouve ici la valeur probante et la traçabilité. Les bénéfices, couvrir le risque réglementaire très fréquemment, pas seulement, mais très fréquemment, le SAE est lié à l'existence d'un risque réglementaire. Accroître la productivité également, ça peut être le cas. Facteurs de risque, les facteurs de risque, il y en a pas mal. J'ai été un peu limité par la taille de la page. Intégrité entièrement portée par l'infrastructure de stockage, c'est absolument fréquent que l'on délègue en fait l'intégrité à l'infrastructure de stockage. Alors que quand on regarde bien, les durées de conservation peuvent être très longues et la durée de vie des supports de stockage très court, ce qui est quand même paradoxal dans l'approche.
Non-réversibilité du SAE, effectivement, on trouve beaucoup de clients qui se rendent prisonniers du SAE et qui, 10 ou 20 ans plus tard, ne peuvent pas en sortir. J'ai actuellement le cas de 3 clients qui ont des problèmes énormes, qui se traduisent soit par des délais en réversibilité qui durent des années et des années, soit des coûts absolument gigantesques en réversibilité. Donc, le facteur de dépendance aux fournisseurs est quelque chose d'important et auquel vous devez absolument veiller. J'ai tendance à dire que quand on choisit un système, on devrait déjà imaginer comment on va en sortir, bizarrement. Non, c'était juste pour effectivement rajouter la dernière phrase qu'il vient de dire. Quand vous rentrez dans des documents, des contenus dans un système, pensez bien à la fonction de sortie, à l'export. Parce que c'est aujourd'hui que vous achetez votre solution, que vous êtes en relation avec ceux qui mettent en œuvre, qui construisent la solution. Demain, ils ne seront peut-être plus là. Et demain, vous aurez besoin de récupérer vos contenus. C'est très important, la réversibilité. Alors ensuite, la gestion de contenu de façon plus globale. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec toutes les technologies web 2.0, etc., on n'a plus une répartition des tâches affectées de 1 à 1 comme jadis, en fait, avec les organisations anciennes, mais quelque chose de plus collaboratif et de plus étoilé en réseau, en fait. Donc, il va falloir mettre en place des communautés d'administration de réseau pour mieux gérer toute cette connaissance entrante et étoilée de l'entreprise. Mettre des personnes qui garantissent en fait le cycle de vie du document. Ça, c'est le point clé. Donc, sur toutes les solutions de gestion de contenu, on se base quand même sur les socles de la GED, à savoir un référentiel qui organise, classe les informations et décrit son cycle de vie. Donc validé, non validé, publié. Le coordinateur du réseau va devoir effectuer des tâches en fait sur le cycle de vie et séquencer le cycle de vie du document. Et puis un workflow qui formalise la circulation de ces flux de travail dans l'entreprise de façon à ce que l'usager sache à quel endroit il est dans les tâches qu'il a réalisées. Donc, quelles sont les perspectives ? C'est les nouveaux supports, les nouveaux types de contenus, l'iPad, les messageries web. Comment est-ce qu'on va gérer tout ça, en fait, dans ces systèmes d'information-là demain ? On s'aperçoit que la gestion du contenu devient de plus en plus une couche qui remonte, en fait, au niveau le plus stratégique de l'entreprise, qui est de plus en plus transverse, qui permet de décloisonner cette organisation en silos. On sent aujourd'hui une montée de plus en plus forte en fait de la veille avec des données externes de toute nature et encore plus hétérogènes qui rentrent dans les systèmes d'information décisionnels de l'entreprise. Donc comment les identifier, comment les exploiter, comment automatiser un peu tout ça et puis les intégrer au mieux dans son SI. Et puis d'un point de vue technologique, en fait, toutes les questions relatives au cloud computing, à savoir, on n'acquiert plus une solution finalement, mais on acquiert un service avec toutes les composantes que ça comportait au niveau du SI. Donc il y a une vraie transformation des métiers. Donc rapidement, la mise en œuvre, bien définir au moment de la structuration du projet quel est le périmètre documentaire. Donc on identifie les filières documentaires, on fait l'inventaire des documents. Quel est le périmètre organisationnel ? Quelle est la politique documentaire en fait que je gère et à quel niveau ? Quelles sont les règles et les procédures de travail qu'on va formaliser, qui vont être supportées par le système d'information qu'on met en place ? D'un point de vue fonctionnel, on va définir le modèle de métadonnées, c'est la fameuse fiche qu'on va attacher au document, et puis quels sont les types de mots-clés qu'on va mettre en place. Donc ça se fait sans outil. Ensuite, on va spécifier le projet et prioriser les filières pour pouvoir déployer la solution. Les points d'attention du projet. Donc on va vous parler du cadre législatif et réglementaire et du cadre normatif. J'ai bien voulu distinguer les deux, ce qui me semble particulièrement important. Parlons d'abord du cadre normatif. Dans une solution documentaire, dans une solution d'archivage électronique, il y a à peu près, si on fait le total de toutes les normes techniques, organisationnelles,
fonctionnel, il y a dans un système à peu près 300 à 400 normes d'utiliser. 300 à 400, c'est-à-dire un nombre considérable de normes. Les normes dont on vous parle ici, c'est des normes qui se retrouvent souvent. C'est effectivement des normes plus fonctionnelles et organisationnelles qu'il est bon de rappeler, oui, dans un cahier des charges. Ceci dit, il faut pas confondre la norme et le cadre législatif. Donc, pour parler du cadre législatif, il y a une chose qui me semble très importante, et là-dessus, je trouve que la réflexion n'est pas suffisamment aboutie chez nos clients. À quelle réglementation est-ce que je fais face dans mon entreprise en cas de problème, de litige, de procès? Donc là, je suis plus sur la valeur probante. Qu'est-ce qu'on est susceptible de me demander? Donc ça me semble particulièrement important. Et ça, c'est des réflexions qui sont rarement menées complètement. Donc, effectivement, la loi du 13 mars 2000 sert aujourd'hui de fondement au droit de la preuve, à l'archivage électronique, mais j'insiste sur quel type de litige. Est-ce que c'est un litige en B2B? Est-ce que c'est un litige en B2C? Auquel cas, je serais plutôt sur du code civil. Est-ce que ce qui risque de m'arriver, c'est plus un contrôle fiscal, auquel cas il va falloir regarder un petit peu ce qui se passe au niveau du Code général des impôts, ainsi de suite. Donc, ne confondez pas normes et cadre législatif. Ce n'est pas une norme qui va vous couvrir un risque fiscal ou un risque civil. C'est bien deux choses différentes. Donc, ne faites pas d'amalgame. Et puis ensuite, il s'agira d'identifier les bons partenaires qui vont vous permettre d'accompagner le projet. Donc, vous retrouverez sur le salon 3 grands types d'acteurs. Donc, pour toute la partie MOA, on retrouve les consultants et les experts. Pour construire le dispositif technique qui va supporter les processus définis, ce sont les éditeurs et les intégrateurs. Et puis après, il y a des problématiques de reprise de fonds, reprise d'existants, qu'il va falloir numériser ou pas numériser, externaliser ou pas externaliser. Donc là, ce sont tous les prestataires en externalisation, donc les entreprises chargées de la numérisation externe ou alors les entreprises qui font de la prestation de traitement documentaire. Ce qui me semble important aussi, c'est que la mise en place d'un système de gestion documentaire et d'archivage électronique en fait, concerne beaucoup d'entités dans l'entreprise. Il y a une partie organisationnelle, une partie fonctionnelle, il va y avoir des métiers, il va forcément y avoir un déploiement technique et donc la DSI devra être concernée à un moment. Il va falloir qu'on s'interroge sur la valeur probante, donc là c'est plutôt le service juridique qui va être impliqué plutôt que quelqu'un qui a eu une sombre idée dans un coin. Donc il me semble intéressant pour ne pas échouer, pour que le projet soit bien mené et surtout ne soit rejeté par personne, parce que c'est quand même bien le but, de constituer une sorte de comité pluridisciplinaire où tous les acteurs de l'entreprise seront invités autour de la table, pas forcément tout le temps, mais au bon moment, pour donner leur avis. On voit trop souvent des systèmes pensés par les techniciens, rejetés par les métiers, ou l'inverse, des systèmes pensés par les métiers et qui n'ont aucun fondement technique. C'est aussi un petit peu là qu'en matière de conseil, je trouve aussi que le marché n'est pas suffisamment mature. Quand je vous parlais tout à l'heure de réversibilité et ainsi de suite, on ne trouve pas suffisamment de conseils là autour, à mon avis, et on s'engage souvent vers des solutions qui techniquement sont un peu limites pour traverser le temps toujours, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les technologies sont plutôt éphémères, somme toute, face à la durée de conservation des archives. Voilà, alors on a un petit peu de temps pour répondre à des questions. Donc nous sommes à votre disposition, n'hésitez pas. Qui commence ? Vous avez l'air assommé là, c'est le repos postprandial. Oui.
l'exposé sera publié, posté sur un site web, sur le site de documentation. Alors, Monsieur. Oui, donc Thierry Levasseur, je suis DSI d'une collectivité de 60 000 habitants, à savoir la ville d'Évreux. Et on va se lancer dans un projet très classique de dématérialisation du courrier. Je voulais savoir, est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui de penser dématérialisation du courrier sans penser GED? Alors, il y a deux aspects. Dans un projet de dématérialisation du courrier, surtout dans le secteur public, les collectivités territoriales, il y a une composante organisationnelle qui est très forte. C'est-à-dire que quand on analyse ce qui se passe des flux de courrier, il y a plein de courriers qui sont déviés vers des secrétariats, vers le cabinet du maire. Déjà, ça, c'est une problématique qui est assez forte. On ne pourra pas tout numériser. Bon, ça, c'est le premier aspect de la question. La deuxième question, est-ce que dématérialisation du courrier, ça veut dire GED? Là, il y a plusieurs choix possibles. Je scanne le courrier entrant, n'oubliez pas le courrier sortant aussi. Je scanne le courrier entrant et je le mets dans des corbeilles électroniques avec un workflow de distribution pure. C'est une première approche. Une deuxième approche, j'envoie certains courriers électroniques directement dans des GED métiers. Si c'est des demandes de subventions, des choses comme ça, eh bien, au lieu de l'envoyer dans une corbeille électronique où quelqu'un viendra le chercher et fera quelque chose avec ce courrier, je vais directement l'envoyer dans une GED spécialisée, qui a été paramétrée pour un métier donné. Est-ce que ça répond à votre question? Jusqu'où on veut aller? Ou est-ce qu'on s'arrête juste à la manipulation du courrier dématérialisé? Ou est-ce qu'on va plus loin en disant je le porte dans les environnements de travail des agents des services spécialisés? Et la deuxième question, c'est au niveau, alors toujours dans le monde des collectivités, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui au niveau de l'organisation? Est-ce qu'on est plutôt sur une numérisation tout azimut sur le point d'entrée et derrière tout en flux électronique, ou est-ce qu'on est sur simplement un tag du courrier en entrée et derrière on voit le courrier qui reste matérialisé être numérisé dans les services? Alors, c'est assez variable. Quand on fait les études et quand on fait les scénarios, on s'aperçoit que le scénario que tout le monde aimerait bien mettre en place, c'est d'arriver à centraliser la numérisation pour des questions d'efficacité. La numérisation, c'est un métier. Numérisation, indexation, efficacité, tout ça, c'est bien si on peut centraliser. Le problème, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire tous les flux, entre guillemets, spéciaux, dont on n'admet pas la numérisation centralisée. Alors, souvent, on arrive à des situations un peu mi-chèvre, mi-chou. Mais quand on fait les scénarios, l'idée, c'est plutôt d'essayer de centraliser le traitement du courrier, la réception et la numérisation. La tendance de fond aujourd'hui chez vos clients, qu'est-ce que vous observez? Là, on travaille en ce moment sur un projet de ce type avec une collectivité. L'objet, c'est de centraliser un maximum de flux documentaires. Et puis, certains flux spécifiques, en fait, seront traités de façon un peu différente pour des raisons de confidentialité ou de circuits très, très spécifiques. Mais vraiment, le gros de la vague, là, c'était au niveau de la centralisation, en fait. Et derrière, finalement, un changement de métier aussi pour les personnes traditionnellement au service courrier. D'autres questions? Pas d'autres questions? Non? Une fois? Deux fois? Non, c'est sûr. Bien, écoutez, nous sommes nos deux sociétés présentes sur le salon, donc n'hésitez pas, éventuellement, si vous voulez avoir quelques précisions sur certains points, à venir nous rencontrer. Et la conférence est disponible sur le site internet de Documation. Voilà, merci de votre attention.